Donc le alors, Nagra. alors, rue François 1er, 26 bis, chez Europe numéro 1. À Europe numéro 1. Et nous montons et nous découvrons les studios. Et moi, je n'avais jamais vu de studio. Il y a des studios qui étaient à claire-voie, comme ça. On voyait les personnages qui nous faisaient des coucous. Et il y avait Robert Villard. Ces voix extraordinaires, en plus, parce que Robert Villard, à l'instar de Roger Rudel, qui était la voix de doublage de Kirk Douglas, et qui est, pour moi, ces voix-là, m'ont accompagné comme des instruments de musique, parce qu'ils avaient un art et consommaient du son, parce que maintenant, beaucoup parlent, je ne veux pas les critiquer, mais les journalistes, ils parlent comme ça, et ça remonte, parce que j'ai même fait sur une portée, j'ai même fait écrit l'écart de certains commentateurs. Et c'est assez tragique. À l'époque, il y avait une autre façon de faire qui était beaucoup plus théâtrale. Bien sûr, c'était absolument. Tu as raison, c'était une école. C'était une Parce école. que maintenant, c'est l'école d'intéressement des gens. Il faut absolument capter chaque instant. Alors qu'à l'époque, c'était pas ça. C'était comme il te parlait de l'actualité, comme il t'aurait récité une poésie. Exactement. Ou, très exactement. Jouer une pièce. Oui, oui. Puisque beaucoup jouaient justement. C'est ce qui s'est passé. Eh oui, c'est ce qui s'est passé avec Jean-François Mansart. Et puis, je me rappelle plus, je retrouverai le nom. Il y a plein d'exemples comme ça, Roger Carrel, Jacques Franck, bien sûr, par exemple la voix de De Niro, c'est un super comédien qui est exactement. mort maintenant, ou Roger Carrel qui a fait tellement de choses. C'est extraordinaire. Voilà. Et moi j'avais travaillé avec certains d'entre eux, il faudra que je retrouve leur nom aussi, quand je jouais des thèmes que j'avais composés pour France Culture. Justement, ils étaient dans le studio, je me rappelle plus leur nom, mais c'était des personnages merveilleux, très connus et extrêmement simples. Alors pour en revenir à Europe numéro 1, 26 bis François 1er, en 1962, je vois sortir Julien Besançon, qui était un grand reporter, dans l'acception double du terme, la complète, parce que c'était... Et il partait couvrir la fin des événements évidemment, d'Algérie. Et il enregistrait, et souvent, et peu de temps après, ce qui est étrange, c'est que j'avais entendu les enregistrements donc, de Julien Besançon, qui était arrivé peu de temps après en Algérie, et qui se faisait tirer dessus, et il enregistrait, donc il y avait ce phénomène de Nagra, et c'était un Nagra à manivelle, parce que comme il n'avait pas la possibilité d'avoir des batteries, voilà, des piles, donc il rechargeait ça avec la manivelle, ce qui était quelque chose de génial. Donc voilà, alors pour revenir à l'histoire de mon premier disque avec les Tchagos, qui était le nôtre, je pense aussi, sans trop m'avancer. Donc un double... Enfin, 4 titres sur 2 par face, et peut-être en 33 tours. Format 45 tours, mais micro-sillon, 33 tours, de 4 titres. Voilà, mais je ne l'ai pas là, mais l'une des photos, par exemple cette photo, là, que tu peux montrer, que tu sais bien le faire, entre autres choses. Alors, j'ai fait un groupe, pour ceux qui ne le savent pas, de Los Tchacos, où il y a plein de photos. Alors, allez voir sur Facebook. Voilà. Hop, voilà, il n'y a pas trop de... Donc, Alors ça, c'était la photo du disque. C'est la photo qui a servi pour le disque dont tu parles. J'espère ne pas me tromper, mais si je me suis trompé, pour les aficionados, je précise que là, il n'y a pas Daniel Darmezin sur cette photo. Eh bien non, parce que je l'ai rencontré 1 an plus tard. Il n'était pas encore là. Il était venu rapporter une chemise au théâtre de Marc-Olivier de Marcoux, à Saint-Georges, et c'est comme ça que nous sommes connus, et qu'il a assimilé, parce que lui, Daniel Darmezin, faisait partie des Jeunesses musicales de France, et il avait reçu Los Incas, sans que nous connussions. Alors là, je vais faire une incidente de Daniel Darmezin, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, ça. Est-ce qu'il était déjà du côté Pachacamac à ce moment-là? Pas du tout. C'était avant. Ah oui. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'histoire de Pachacamac s'est produite en 1970. Ah oui, donc ça bien plus tard. Ah oui, oui, parce que là, je pourrais parler aussi de ma rencontre avec Maurice Dulac et Marianne Mille,
chez un ami qui sont un peu à l'origine du groupe Pachacamac, c'est pour ça que tu en parles. Indirectement, oui. Indirectement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons Marianne Mille qui suit visiblement les vidéos. C'est vrai. Ouais. Je t'embrasse, Marianne. Je pense parce que j'ai vu passer des likes et des choses comme ça. D'accord, mais écoute, j'espère bien que nous allons nous revoir un de ces jours, et pourquoi pas partager des moments musicaux comme nous l'avions évoqué la dernière fois que nous nous sommes vus. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment en faisant du bruit parfois. Et alors pour en revenir parce que effectivement ce sujet-là, je l'ai bien connu, puisque je suis non pas responsable de tout, dans les deux acceptions du terme, celle, comment dire, efficiente et celle négative. Mais j'ai bien, encore une fois, je réemploie mon barbarisme, j'ai bien maléficié de cette histoire. Et je m'en serais bien passé. Étant donné que j'étais sans être le missus dominici, mais j'étais pendant un temps, non pas responsable, encore une fois, responsable, mais le représentant du groupe Los Chacos à Paris, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un représentant à Paris. Et je n'ai rien contre Lyon, même si on peut faire on m'a souvent taxé de parisianisme. Il y a des tas de gens qui habitaient en province ou dans des bleds perdus, puis qui se sont installés à Paris, qui ont pu faire 2 ou 3 choses pas trop mal. D'autres qui se sont installés à Paris, qui ont rien fait. Mais je ne pense pas, parce qu'il y avait aussi toujours cette espèce de guerre, de guérilla entre Paris et Lyon. Comme il y avait entre Marseille mais dans de moindres proportions. Là, entre Paris et Lyon, ça a confiné au ridicule. Et ça continue peut-être aussi. Même si un certain Alexandre Astier a mis, pour la première fois certainement de l'histoire du spectacle, dans l'histoire du spectacle, a mis en exergue l'accent lyonnais, que j'avais très fort jadis, et qui est mais l'accent lyonnais, l'accent de Neuville-sur-Saône, l'accent de Villefranche, l'accent de Grenoble, avec des comédiens exceptionnels, et c'était des accents, donc il a créé dans cette série qui s'appelle Kaamelott, que tu connais, il a créé pour la première fois quelque chose, un événement exceptionnel. D'abord, selon moi, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que le vouvoiement ajoute à la crédibilité et au comique. Parce que si tous ces gens-là se tutoyaient, ça serait vraiment comme dans certaines séries qui ont imité ce genre, ça serait catastrophique. Alors, pour revenir à ce que j'évoquais, donc moi je te parlais le disque. Du disque, mais je te parlais aussi de Daniel Dermezin, qui n'était pas encore dans Pachacamac, donc ça s'est passé plus tard. Alors, c'est une autre histoire. Voilà, mais c'est une histoire très importante, parce que Dan est mon grand copain, et qui est un merveilleux musicien. J'ai l'air de dire de beaucoup de gens qu'ils sont de merveilleux musiciens. Je le pense. Je pourrais dire éventuellement, sans parler de moi, pour lequel je n'ai pas une considération absolument stratosphérique, mais c'est souvent pris aussi pour de la fausse coquetterie, et de la coquetterie et de la fausse modestie. Pour Dan, ça a été une rencontre extraordinaire sur le plan humain et musical. Alors, au niveau musical, c'est un guitariste. Bien sûr. Mais que guitariste ou pas? Il était bassiste aussi, c'est-à-dire que c'était un cordiste. Ouais, voilà. Donc, mais il a joué très bien, par exemple, du bombo. On a un remarquable joueur de bombo, dans la sobriété, dans le côté polo roman, tu veux, de Chacalero. Voilà. Et donc les purs. Et comme guitariste. Chanteur aussi. Et très très bon chanteur. Ça, et alors, important. à l'époque, nous sommes connus, quand nous sommes connus en 66, fin 65, début 66, il était venu, on a encore du matériel, du matériau, il était venu rapporter la chemise, il y avait une histoire de chemise. Il habitait Roanne, le coteau, Circum Roanne,
et il rapportait quelque chose, je pense que c'est une chemise, qui appartenait à l'un d'entre nous, enfin l'un des membres du théâtre de Marc-Olivier de Marcoux, mon frère, le théâtre Saint-Georges, et c'était un ami caricaturiste dont je parlerai, Michel Bertrand, qui était pour moi un des plus grands caricaturistes, et qui est un des plus grands artistes qu'on puisse imaginer. Et je te montrerai des caricatures qu'il faisait, notamment des caricatures de Los Incas, lorsqu'ils sont passés Los Incas. Quand je les ai rencontrés en 1966, je leur ai parlé tout de suite du théâtre de mon frère, de Saint-Georges. 8 mois plus tard, ils étaient là et ils ont fait 15 jours à guichet fermé. C'était pas compliqué parce que c'était un petit théâtre, c'était une petite jauge, mais c'était un grand théâtre par rapport à ce qui s'y passait, à ce que faisait Marcoux, des créations extraordinaires de Karl Wittling, j'en parlerai plus avant, de Tardieu. Donc il a fait découvrir énormément d'auteurs. Et Los Incas sont passés au théâtre Saint-Georges, et les caricatures de Michel Bertrand, de Ben Pot, de Jorge Milchberg, donc de Carlos Ben Pot, Mickey, Jorge Milchberg et Carlos Guerra, sont des choses absolument phénoménales et que nous sommes les seuls à avoir, donc je vais les produire un de ces jours. Oui, voilà, ce serait bien de pouvoir les montrer, voilà. Et nous allons en reparler incessamment sous peu.